Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors que la situation est assez tendue en Nouvelle-Calédonie et avant la réunion lundi prochain à l'hôtel Matignon du comité des signataires de l'accord de Nouméa, Franck Ferrand nous emmène aujourd'hui à 17 000 km de la métropole. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je vous emmène d'autant plus volontiers là-bas, dans cette belle île du bout du monde, en tout cas vue de l'Europe, que j'y ai passé d'excellentes vacances d'été. J'en profite pour saluer celles et ceux nombreux que j'ai pu rencontrer sur place, et notamment nos confrères de RRB qui diffusent au cœur de l'histoire. Vous savez. Salut tous les auditeurs. C'est la colonie pénitentiaire que vous allez évoquer cet après-midi. Et oui, en compagnie de Michel Pierre, spécialisé dans l'histoire pénale. Nous allons en effet revenir sur la période du bagne, fondatrice dans cette histoire calédonienne moderne. Et avant cela, je vais vous raconter la déportation d'une des figures tutélaires de la commune, Louise Michel, qui a fait partie des condamnés de 1871. Mais j'imagine, Franck, que vous allez aussi nous parler de la Nouvelle-Calédonie d'aujourd'hui. Ah ben oui, nous finirons l'émission, comme chaque jour désormais, par une promenade dans ces lieux magnifiques. Europe 1. 14h, 15h, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Mai 1871, Paris brûle. Tout flambe. Le palais des Tuileries, le ministère des Finances, le Conseil d'État au Palais Royal, l'hôtel de ville. Les flammes s'élèvent à des hauteurs prodigieuses. Cela fait des jours et des jours que les communards et les communardes défendent leur Paris insurgé contre les troupes gouvernementales, celles qui viennent de Versailles. Les Versaillais sont entrés dans Paris, sont entrés par le point du jour. Les combats sont acharnés, des tirs retentissent de toutes parts, on fusille des otages, des prisonniers sont massacrés et devant les flammes sur les barricades se détache une figure, celle d'une femme vêtue de noir. Il s'agit de Louise Michel. Louise Michel est la fille d'une servante de château. Elle est devenue institutrice, une institutrice très très convaincue. Elle s'est engagée dans les tout premiers combats féministes. Elle s'est jetée à corps perdu dans cette insurrection populaire de la Commune de Paris. On la surnommera la sainte laïque, mais aussi la pétroleuse, ça dépend des points de vue évidemment, ou l'ange du pétrole. Pourquoi ? Parce que ses détracteurs la voient comme une véritable furie incendiaire. Le 24 mai 1871, pendant cette semaine sanglante, qui est donc la reprise de la capitale par les troupes versaillaises, dites versaillaises, les troupes du gouvernement, Louise Michel, parmi déjà des dizaines de milliers d'autres communards, est arrêtée et quelques jours plus tard, elle va comparaître devant une cour martiale, devant un tribunal militaire. Face à ses juges, elle est là, fière, qui se tient droite, toujours vêtue de noir, bien sûr. Le tribunal la qualifie, je cite, de louve avide de sang, de furie massacreuse et féroce, qui s'est livrée, je cite encore, à des machinations infernales. Mais devant toutes ces accusations, Louise reste impassible, implacable, et quand enfin elle prend la parole, c'est pour tout avouer. Ça, c'est assez étonnant. Elle reconnaît les faits, elle dit même qu'elle en a fait plus qu'elle n'en a fait dans la réalité. Et surtout, Louise demande à être fusillée. « Si vous me laissez vivre, dit-elle, je ne cesserai de crier vengeance. Si vous n'êtes pas des lâches, alors tuez-moi, j'ai le droit à la mort, je la réclame. » Jamais on n'avait entendu un tel discours. Vous imaginez le silence qui se fait dans cette salle de justice, et le tribunal va rendre son verdict. Louise Michel est à l'unanimité condamnée à la déportation dans une enceinte fortifiée. Alors, c'est l'heure du bagne pour Louise Michel. Voilà ce que nous dit son rapport de police. Elle fait 1m64, cheveux et sourcils bruns, front haut, yeux bruns, nez gros, bouche moyenne, menton rond, visage ovale, teint ordinaire. Le teint est bien la seule chose d'ordinaire dans ce personnage.
Nous sommes maintenant en décembre 1871. Décembre 71, Louise Michel a 41 ans et elle va être emmenée avec les autres condamnés à la déportation jusqu'à l'abbaye d'Auberive, qui a été transformée en maison de correction. Nous en dirons tout à l'heure un mot avec mon invité. Les condamnés vont y attendre leur départ pour le bagne. Louise Michel reçoit son numéro de détenu, vous savez, c'est le matricule 2182. En août 1873, donc 18 mois plus tard, les bagnards vont quitter finalement Auberive pour La Rochelle, puis Rochefort, et c'est là qu'ils embarquent sur la Virginie. Oh, la Virginie est une très vieille frégate à voile qui va les mener pendant des mois et des mois d'une navigation compliquée, qui va les mener jusqu'à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, parce que c'est en Nouvelle-Calédonie qu'on a décidé d'envoyer les condamnés de la commune, une grande partie d'entre eux en tout cas. Sur le quai, on fait un à un l'appel des condamnés. Vous savez, on compte leurs petites économies, tandis qu'ils embarquent chacun à son tour sur le bateau. 80 francs, annonce-t-on tout haut, 70 francs, 130 francs. Et quand vient le tour de Louise Michel, 2 francs 50. Oui, c'est ainsi, la communarde n'a rien. Elle est de loin la plus pauvre de tous. La frégate met les voiles et sur ce vieux bateau, à l'entrepont, on a installé 2 cages. Une pour les 125 hommes, une autre, nettement plus petite évidemment, pour les 22 femmes. Il fait très sombre, le bateau navigue presque en permanence, vers le sud bien sûr. Ce voyage va durer 4 mois. Une fois par jour, les bagnards sont autorisés à prendre l'air pendant une demi-heure. La communication entre les déportés masculins et féminins cette communication est interdite. Mais Louise Michel va quand même parvenir à échanger avec quelques hommes, notamment avec Rochefort, vous savez, le grand polémiste avec lequel elle se lie d'amitié, avec lequel elle échange des poèmes. Les conditions de voyage sont dures, mais ce qui est étrange, c'est que les sensations de ce voyage et les paysages qu'elle découvre à l'occasion vont être pour Louise Michel un grand moment. Ça la transporte en quelque sorte. Elle est fascinée par le spectacle de l'immensité de la mer, et elle qui, toujours, avait rêvé de voyage, voilà qu'enfin, elle découvre, je la cite, le bruit formidable de l'eau, les souffles énormes du vent de la mer, la fureur des flots et des courants déchaînés, ce chœur magnifique et terrible, dit-elle, l'orchestre de la nature sauvage. Elle écrira plus tard dans ses mémoires « J'échappais au mal de mer comme au bal, au bal de fusil, et je me reprochais vraiment de trouver le voyage si beau, tandis que dans leur cage, ni Rochefort ni Madame Lemel ne jouissaient de rien. » Tandis que le bateau contourne le sud pendant qu'il passe donc dans les mers australes, le froid se fait nettement plus intense, la glace envahit le ponton, et Louise Michel grelotte, bien entendu. Elle a donné, il faut le dire, une partie des maigres hardes qu'elle avait pu emporter avec elle à des camarades. Elle ne porte au pied qu'une paire d'espadrilles, si bien d'ailleurs qu'un capitaine, le capitaine du navire, la prend en pitié et lui fait parvenir une paire de chaussures neuves. Louise, trop généreuse, ne va pas les garder longtemps, puisque quelques jours plus tard, les chaussures sont aux pieds d'une autre bagnarde. Après donc un peu plus de 4 mois de traversée, on aperçoit enfin la barrière de corail, le récif de la Nouvelle-Calédonie. Ce sont maintenant 7 années de bagne qui vont commencer pour Louise Michel. On l'a tué à coups de chasse-peau, à coups de mitrailleuse, et roulé avec son drapeau dans la terre argileuse. Et la tourbe des bourreaux gras se croyait la plus forte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Elle n'est pas morte, la voix de cette chanteuse Germaine Montero, et une chanson écrite en souvenir de la Commune de Paris aux survivants de la semaine sanglante. Franck Ferrand vous raconte cet après-midi la déportation de Louise Michel en Nouvelle-Calédonie, et la suite c'est dans un instant sur Europe 1.
Maintenant, la suite. Franck, avec cette question, nous sommes en 1873. 2 ans après la Commune de Paris, la célèbre insurgée Louise Michel a été arrêtée, condamnée à la déportation à vie en Nouvelle-Calédonie. Alors je me pose quand même une question à ce moment-là, en 1873. Vous arrivez à vous poser une question Oui, je m'en suis quand même posé. Alors on pensait qu'on allait envoyer de la publicité. Non, c'est vrai qu'on a mal lu notre conducteur. J'ai eu un petit bug, effectivement. Mais c'est moi aussi. Et je m'en excuse auprès de Bubu, notre réalisateur. La question que je me pose, c'est à cette époque-là, en 1873, depuis combien de temps la Nouvelle-Calédonie est française ? Depuis assez peu de temps, pour tout vous dire, puisque l'île est devenue française en 1853, donc 20 ans plus tôt. La France de Napoléon III à l'époque cherchait une terre nouvelle, libre de toute occupation européenne, d'abord pour renforcer la présence française dans le Pacifique. On avait déjà fait des tentatives sous plusieurs régimes précédents. Et puis surtout, on cherchait un lieu où implanter une nouvelle colonie pénitentiaire. C'est ce que nous verrons tout à l'heure avec Michel Pierre. Et le 24 septembre 1853, donc, la Nouvelle-Calédonie est proclamée colonie française. Les militaires français vont fonder Port-de-France pour servir de chef-lieu à la nouvelle colonie, et ça deviendra assez vite une petite ville qui, en 1866, prend le nom de Nouméa. Et bien voilà justement notre frégate qui pénètre dans la baie de Nouméa. C'est un véritable choc pour Louise Michel. C'est assez étonnant que malgré ces conditions, malgré cette détention, elle est émerveillée par ces crevasses, ces roches, ces étonnantes, certaines calcinées, ces coraux, ces belles couleurs, ces montagnes qui forment le charme, qui font le charme de tout le sud de l'île de la Nouvelle-Calédonie. Les condamnés débarquent sur la presqu'île d'Ukos où ils seront cantonnés en enceinte fortifiée. On met à leur disposition un baraquement en attendant que eux-mêmes construisent leur propre case. C'est comme ça que ça se passe. Ils vont recevoir du matériel de campement, des gamelles, des bidons, des ustensiles de cuisine, etc. Inutile de vous dire que la première nuit les premières nuits sont pour le moins difficiles. Louise racontera qu'elle n'a pas réussi à trouver le sommeil au cours de la première nuit. Les conditions de vie de ces déportés de la commune sont bien sûr très difficiles, mais on se dit dans leur rang que ça aurait pu être pire, puisque pas très loin sur l'île de Nou, les forçats condamnés, eux, au travail forcé, sont victimes alors de véritables sévices, d'exactions, etc. Il y a 2 régimes, si je puis dire. Louise Michel est poussée par son insatiable curiosité, elle veut aller à la découverte de cette île. Alors, elle est éblouie par ce qu'elle voit, je vous l'ai dit, enchantée par les paysages, les plantes tropicales, les bananiers, les papayers, les cannes à sucre, etc. Elle va même parvenir assez vite à se faire confier une mission scientifique par la société d'acclimatation. Elle ira planter un certain nombre d'essences, elle ira planter des graines pour faire des observations, mener des expériences scientifiques, etc. Louise va faire preuve dans cette occasion, comme dans bien d'autres, d'une générosité qui est assez extraordinaire. Elle fait toujours passer les autres avant elle. Vous savez, à chaque fois qu'elle reçoit de l'argent ou des vêtements, elle s'empresse de tout donner à ses camarades. Elle fait la connaissance des autres déportés de Nouvelle-Calédonie, et notamment ceux qui constituent le gros du contingent, si je puis dire, les Arabes, dont beaucoup avaient été envoyés au bagne après l'insurrection algérienne de 1871. Mais surtout, elle est fascinée par la population autochtone, par les fameux Kanaks. Alors qu'autour d'elle, il faut bien le dire, même parmi les anciens communards qui sont là avec elle, la plupart des gens les considèrent, ces Kanaks, comme des sauvages, des cannibales, etc. Bien, Louise Michel est bien plus curieuse que ça. Elle ressent très vite une certaine empathie à l'égard de la population autochtone. Elle va se lier à un Kanak qui parle français, qui va lui apprendre un certain nombre de mots de sa langue et qui lui raconte des légendes de l'île, qui va en quelque sorte l'acclimater, si j'ose ainsi m'exprimer, elle qui était chargée d'acclimater des plantes, l'acclimater à cette communauté Kanak qui vit en tribu, bien entendu. Vous savez que les femmes portent des pagnes courts faits de fibres végétales, enfilés sur des cordelettes. Les hommes ne sont vêtus que d'un étui pénien qu'on appelle le bagayou, qui est en paille tressée, retenu à la ceinture. Tout ça est pour le moins exotique. Ça ne rebute pas Louise Michel, qui écrira:
J'espère apprendre aux Kanaks à nous égaler, ce qui ne sera pas aussi difficile qu'on pourrait le croire. Cette race qui s'éteint, dit-elle, au lieu d'être broyée à coups de canon et dépossédée, pourrait contracter des alliances avec la nôtre, ce qui produirait une nation intelligente et forte, du moins un peu plus que les nôtres qui sont lâches et bien bêtes, dit-elle. Les Kanaks vont faire l'objet de discussions enflammées entre celle qui a désormais pris leur défense, Louise Michel, et ses camarades. On peut vraiment dire qu'elle est la seule à les aimer à l'époque. Les autres les méprisent complètement, et lorsque les discussions ne portent pas sur les Kanaks, elles sont tout aussi passionnées. Dites-vous bien que la plupart de ces déportés de la commune sont d'anciens intellectuels. Pas tous, mais il y en a beaucoup. Ils sont toujours très passionnés politiquement. On débat jusque très tard dans la nuit, et Louise Michel n'est pas la moins exaltée. Sans communication avec le dehors, nous étions seuls avec l'idée, écrira-t-elle. Ce sont probablement ces discussions, ces débats qui contribuent à ancrer sa pensée politique qui va devenir, alors là, une pensée anarchiste, structurée anarchiste, si je puis dire. J'ai raconté bien des fois comment, pendant le voyage de Calédonie, je devins anarchiste, racontera-t-elle dans ses mémoires. Jusque-là, les relations entre les colons et les Kanaks sur l'île étaient en apparence relativement paisibles, et cependant, ça ne va pas durer. Alors, est-ce l'influence de Louise Michel qui va pousser les autochtones à se révolter ? Toujours est-il qu'assez vite, un vent de révolte va se mettre à souffler, et ce mécontentement va se transformer en une véritable insurrection, une insurrection que vous pouvez imaginer sanglante. Franck Ferrand vous raconte cet après-midi l'histoire de la déportation de Louise Michel en Nouvelle-Calédonie. Vous le savez, au cœur de l'histoire, c'est votre émission. Vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux. Vous pouvez poser vos questions à Franck Ferrand et son invité sur Twitter avec le hashtag ACDH ou sur la page Facebook au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Vous nous emmenez, Franck, cet après-midi au cœur de l'histoire de la déportation de Louise Michel en Nouvelle-Calédonie. Alors elle est là-bas, elle est sur place, elle a fait connaissance avec les Kanaks. Et là, c'est une grande révolte kanak qui éclate, qui donc explose. 1878, quand le grand chef Ataï prend en effet la tête de ce qui est une sorte de grande révolte, effectivement, une série d'attaques. Les indigènes s'en prennent violemment aux colons, aux forçats aussi, d'ailleurs. On va massacrer des hommes, bien sûr, mais aussi des femmes et des enfants. Et, bien sûr, la répression militaire ne se fait pas attendre. La contre-offensive est terrible. La France mobilise plusieurs milliers de soldats, des marins, des gendarmes aussi. Et il y a même une unité de combat qui est constituée parmi les communards déportés. Or, tandis que la plupart des communards aident la répression, Louise Michel, elle, soutient la révolte. Est-ce que ça vous surprend ? Si sa participation active aux côtés des indigènes n'a pas été prouvée, il n'empêche que elle se réjouit, si je puis dire, de cette révolte qui lui paraît tout à fait naturelle. Le 1er septembre 1878, le chef Ataï, le chef kanak Ataï, est assassiné par un des siens. Et voilà ce qu'écrit Louise Michel. Ataï lui-même fut frappé par un traître. Le traître lui lance une sagaie qui lui traverse le bras droit. Alors, à coups de hache, comme on abat un arbre, Ségou frappe Ataï. Il porte la main à sa tête à demi détachée, et ce n'est qu'après plusieurs coups encore qu'Ataï est mort. Il faut savoir, ça c'est une petite anecdote un peu dans l'esprit de Clémentine Portier-Kaltenbach, vous savez, que nous saluons d'ailleurs. Il faut savoir que l'année suivante, on mettra la tête d'Ataï dans un bocal de formol, qu'on l'expédiera en métropole et qui sera entreposé dans le tout nouveau musée d'ethnographie du Trocadéro, qui à l'époque n'est pas encore le musée de l'homme. Et ce n'est que 136 ans plus tard, en 2014, que le crâne de ce chef de guerre sera restitué en Nouvelle-Calédonie à ses descendants. Je ferme cette parenthèse un petit peu sinistre. La révolte kanak va faire 200 morts du côté européen et tenez-vous bien, côté kanak, plus d'1 millier de morts. Louise Michel est consternée. L'année suivante, on l'autorisera à aller à Nouméa comme déportée libre. Elle y fondera une école pour les enfants des déportés et
et une école pour les Kanaks, c'est-à-dire qu'elle consacre en fait tous ses dimanches aux autochtones. Elle leur enseigne la lecture, le chant, le dessin, la sculpture sur bois, l'algèbre, etc. Elle est assez admirative d'ailleurs de la curiosité, de la persévérance de ces nouveaux élèves, mais évidemment, ce qu'il y a de plus remarquable, c'est leur adresse naturelle, leur don véritable pour le dessin. Elle affirme, Louise Michel, aimer, je la cite, aimer ses amis noirs, ces sauvages aux yeux brillants et au cœur d'enfant, dit-elle, aux dents étincelantes et aux larges prunelles phosphorescentes. Voilà ce qu'on lit dans les mémoires de Louise Michel. Pendant ce temps, à Paris, évidemment, on parle beaucoup d'elle. Nous évoquerons tout à l'heure les publications de l'époque et notamment celles qui émanent des rangs même des déportés. C'est un des sujets que je vais évoquer avec Michel Pierre dans un instant. Mais il faut vous dire que sur place, en métropole et à Paris, nombreux sont ceux qui admirent Louise Michel. On demande sa grâce. Un certain nombre de journaux vont ouvrir des pétitions en sa faveur. Or, Louise Michel refuse. Elle écrit d'ailleurs au président de la République pour dire qu'elle ne veut pas entendre parler de grâce, qu'elle partira la dernière quand on aura amnistié tous les autres, dit-elle. Plutôt mourir, elle écrit ça à Victor Hugo en avril 79, plutôt mourir que de retourner avant une amnistie générale. Faut-il le répéter encore? Arrière les lâches qui implorent, jamais je ne sortirai d'ici qu'avec tous, dit-elle. Le 11 juillet 1880, vous savez que les condamnés de la Commune sont amnistiés, et là, elle n'a plus d'excuses, si je puis dire. Quelques semaines plus tard, elle va embarquer sur un bateau qui la ramènera vers l'Europe. Et il y a cette scène extraordinaire des adieux de Louise Michel en Nouvelle-Calédonie avec les Kanaks qui sont venus par centaines sur le quai, qui l'aident à porter ses bagages, qui lui font des cadeaux, qui la pleurent, etc. Alors le bateau s'éloigne du rivage. Elle crie « Je reviendrai ». Et je pense qu'au moment où elle le dit, elle est parfaitement sincère. Le voyage dure encore des mois, bien entendu, ce voyage retour jusqu'au Havre, puis jusqu'à la gare Saint-Lazare. Et alors qu'elle descend du train, elle est surprise par les acclamations des milliers de personnes venues l'accueillir. Il y a La Rochefort, qui entre parenthèses s'était lui évadé du bagne depuis longtemps. Il y a Clémenceau, etc. On l'embrasse, on la porte en triomphe. Elle est maintenant considérée en quelque sorte comme l'héroïne de la Commune. Vive Louise Michel, crient les gens, vive la Commune, etc. La déportée numéro 2182, si je puis dire, va se rendre au chevet de sa mère malade dès qu'elle rentre à Paris, mais surtout, elle va reprendre son action révolutionnaire. Elle est à peine rentrée le 21 novembre 1880 qu'elle donne déjà une grande conférence à l'Élysée-Montmartre, avec un discours qui a marqué son temps. « Je suis partie enthousiaste, je reviens froide et calme, dit-elle. Nous étions généreux, nous ne le serons plus. Ils nous ont arraché le cœur, tant mieux, nous serons implacables quand viendra l'heure. Je vous demanderai de frapper la première. » Vous voyez un peu l'état d'esprit de cette passionnariat qui va vivre encore pendant longtemps, puisque là nous sommes en 1880 et que Louise Michel ne s'éteindra qu'en 2005. Cela fait encore un quart de siècle de révolution à vivre. Bonjour Michel Pierre, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de l'histoire pénale et de l'histoire coloniale, et donc avec vous nous allons parler non seulement du bagne de la Nouvelle-Calédonie, mais d'une façon plus générale de tous ces bagnes que nous avions essaimés un peu partout sur la planète. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Au cœur de l'histoire de la déportation de Louise Michel en Nouvelle-Calédonie. Et vous recevez pour cet épisode de l'histoire l'historien spécialiste d'histoire pénale et d'histoire coloniale Michel Pierre, et auteur entre autres de La légende noire du bagne paru chez Gallimard. Ah oui, et le dernier exil, l'histoire des bagnes et des forçats, était paru dans la collection Découverte Gallimard, très jolie collection, vous savez, ces petits ouvrages magnifiquement illustrés. Alors Michel Pierre, revenons quelques instants sur cette Louise Michel et sur son sort. Nous verrons pourquoi un certain nombre des condamnés de la Commune ont été envoyés en Nouvelle-Calédonie dans un instant. Elle y a fait un séjour qui a été assez long, plusieurs années, assez rude, mais néanmoins on a l'impression qu'elle jouit d'une relative liberté. Comment explique-t-on cela ? Ça tient aux différents types de peines de tous ces communards et de la répression de la Commune. Vous donniez les chiffres, mais il faut bien voir que après la Commune,
les conseils de guerre fonctionnent il y a plein régime. plein régime. Il y en a 26 jusqu'en 1875. Donc la commune est terminée depuis 4 ans, qu'on continue à juger. Un certain nombre de communards dénoncés, puisqu'on a 400 000 dénonciations. Alors ça, c'est vous qui me disiez ça à l'instant, c'est incroyable. Oui. C'est-à-dire que parmi les Parisiens qui vivaient à ce moment-là, et on va enregistrer 400 000 dénonciations contre pour fait d'insurrection, en fait. C'est ça. On a des dizaines et des centaines de cas de communards ayant participé, y compris à la semaine sanglante de mai 71, et qui reviennent. Mais ils reviennent, ils s'installent, et 1 an, 2 ans, 3 ans après, ils sont dénoncés par leurs concierges, leurs voisins, ou je ne sais quoi. Et donc, les conseils de guerre vont fonctionner comme ça pendant des années. Et au total, vous allez quand même avoir plus de 4000 communards condamnés pour faits liés à la commune qui vont partir en Nouvelle-Calédonie. Et je reviens sur votre question, ils vont pas tous avoir le même régime. Alors voilà, c'est ça, ils n'ont pas tous le même statut sur place. Les plus lourdement condamnés en quelque sorte sont condamnés aux travaux forcés. Donc là, c'est une minorité. Ils sont à peu près 250 qui vont rejoindre, comme vous le disiez, les bagnards au sens classique du terme, qui sont enfermés à l'île Nou, donc à côté de Nouméa. Et puis, il y a 2 catégories de déportés. Il y a ceux qu'on appelle les déportés simples, la déportation simple, qui sont mis à l'île des Pins. Et là, cette déportation simple, comme son nom l'indique, ils sont libres. Donc, en l'île quelque des Pins, sorte. C'est au sud de la Nouvelle-Calédonie. Au sud de la Nouvelle-Calédonie, où ils sont, là, ils vont être jusqu'à près de 3000 au total, plus de 3000, et ils vont vivre sur 4 communes, donc avec une forme de liberté, qui a été assez réel pendant un certain temps, mais qui est devenu un peu plus surveillé à partir de 1874, de mars 1874, avec l'évasion de Rochefort, que vous évoquiez aussi précédemment. À ce moment-là, oui, quand il y a des évadés, on serre un peu la vis. Oui. Et surtout que celui qui part, c'est pas n'importe qui, c'est Rochefort, c'est le publiciste, c'est le journaliste. Grand polémiste de l'époque. Grand polémiste qui rejoint l'Australie et qui diffuse, j'allais dire, dans le monde entier, dans tout l'Occident, des dénonciations contre ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Alors là, vous avez une période après 74 où, pour la déportation simple, les détenus qui se trouvent à l'île des Pins. Et puis, pour ce qui est de Louise Michel dans la presqu'île du Caux, ce sont ce qu'on dit les déportés en enceinte fortifiée. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont dans une forteresse, comme ça s'est passé un temps au Mont-Saint-Michel ou ailleurs. Là aussi, c'est relativement libre. Ils n'ont pas le droit de rejoindre Nouméa, par exemple, mais ils reçoivent des outils, ils peuvent recevoir de l'alimentation, ils sont astreints un temps à un appel par semaine. Donc là, on peut même s'absenter un peu parce que c'est un copain qui répond présent à votre place, puis vous revenez une semaine après. Oui. Mais là aussi, à un moment, ça devient un peu plus rugueux et ce sont des appels quotidiens. Alors aujourd'hui, lorsqu'on se rend en Nouvelle-Calédonie, je peux en témoigner, vous aussi, on a l'impression évidemment que le voyage est très long, mais ce n'est rien à côté de ce que ça pouvait être à l'époque. L'un des aspects de cette peine, c'était l'éloignement à l'époque, parce qu'il n'y a rien sur place. C'est toute la différence. C'est qu'on arrive sur une terre qui, du point de vue occidental en tout cas, est quasiment une terre vierge. Oui, il faut 4 mois et demi, 5 mois avant de voyage avant d'arriver sur place. Et puis le télégraphe n'existe pas, donc ce sont des courriers, ce qui fait que le gouverneur de Nouvelle-Calédonie apprend en 1873 qu'il va devoir installer à l'île des Pins et ailleurs, recevoir des centaines de condamnés. Il fera au mieux, mais tout le matériel qui était prévu de partir de métropole, pour des raisons qu'on ignore, n'est jamais arrivé pour construire les cases, préparer l'accueil de ces centaines de déportés. Donc c'est vraiment une idée de l'exil, une idée de se débarrasser des condamnés. Alors, au sens général, que ces condamnés soient des condamnés aux travaux forcés relevant du droit commun, ou bien des condamnés qu'on pourrait dire politiques, c'est le moins qu'on puisse dire, pour ceux de la commune. Alors ce sont des tribunaux militaires du nouveau régime, pas tout à fait encore républicain, on va dire crypto-républicain des années 1870 qui condamnent des conseils de guerre, en fait. Ce sont des conseils de guerre. Et on déporte les condamnés en Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est une création du régime précédent, du Second Empire, en fait. Cette idée de déporter des gens en Nouvelle-Calédonie.
L'idée de la déportation, c'est une très vieille idée. Elle est déjà mise en place sous l'Ancien Régime. Qu'on pense à tout ce qui a pu se passer, y compris sous Louis XV, Manon Lescaut et quelques autres. Et puis les déportés de la Révolution. Au Nouveau Monde. On a envoyé aussi sous la Révolution un certain nombre de condamnés déjà en Guyane. Et en 1850, il y a une loi sur la déportation qui donne comme lieu de déportation, pas du tout la Nouvelle-Calédonie, les îles Marquises. En l'occurrence, l'île de Nuku-Hiva, où 3 déportés, 3 et leurs familles vont être envoyées. Et quand, en 1871, pour Adolphe Thiers et dans son entourage, on s'interroge pour se débarrasser des communards, on considère que vraiment les Marquises, c'est trop loin, ça coûte trop cher et c'est pas possible. Donc on va privilégier, à l'issue d'un certain nombre de rapports et de débats, on va privilégier la Nouvelle-Calédonie, où nous avions en quelque sorte déjà un certain nombre de condamnés aux travaux forcés, de bagnards, de forçats. Qui dataient, eux, du Second Empire, donc. Qui dataient de 1864. Oui, c'est ça. À un moment, on va fermer la Guyane pour les condamnés métropolitains parce que les taux de mortalité sont trop forts. On considère que ce qu'on y développe, la colonisation du territoire ne fonctionne pas. Et on va, à ce moment-là, privilégier la Nouvelle-Calédonie qui, à un moment, avait été en balance déjà en 1852-54 pour désigner un lieu pour envoyer les condamnés aux travaux forcés. Ce que vous nous apprenez, c'est le rôle déterminant de l'impératrice Eugénie dans cette idée de déporter les gens en Nouvelle-Calédonie. Oui, c'est assez curieux en travaillant sur tous ces sujets de la pénalité, de voir que l'impératrice Eugénie, qu'on imagine plus facilement à Biarritz que dans ses bains de mer, que de se préoccuper de la... Elle est par exemple scandalisée de la détention des enfants à la Petite Roquette à Paris, et de même elle va participer, elle n'est pas seule, au débat qui fait que l'on va arrêter à partir de 1864-67, on va arrêter d'envoyer des condamnés aux travaux forcés métropolitains vers la Guyane, et on va plutôt privilégier la Nouvelle-Calédonie, où le taux de mortalité est nettement moins élevé, et où on imagine que les forçats qu'on y enverra vont permettre de développer la colonisation dans l'archipel. N'oublions pas non plus que la Nouvelle-Calédonie, c'est proche de l'Australie, et l'exemple, ce sont les forçats australiens qui laisse penser qu'en envoyant... On fait un peu la même chose que les Anglais, en fait. On fait un peu comme les Anglais. Ne pas oublier non plus que Napoléon III, il connaît bien l'Angleterre. C'est des sujets qu'il connaît, et je pense qu'il y a certainement une influence des convicts et de la déportation des condamnés anglais ou autres, du reste vagabonds vers l'Australie pour la Nouvelle-Calédonie. Alors nous allons revenir en Nouvelle-Calédonie et parler aussi des autres bagnes et de toute cette politique de déportation au 19e et au début du 20e siècle. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous chanterons les cerises, les guerres signées, et même que ce retour sans fête. La voix d'Yves Montand sur cette chanson Le Temps des Cerises, dont l'auteur était lui-même un communard qui a combattu pendant la semaine sanglante. On parle de la déportation de Louise Michel en Nouvelle-Calédonie cet après-midi avec votre invité Franck Ferrand. Vous recevez Michel Pierre, il est historien et spécialiste d'histoire pénale et d'histoire coloniale. Oui, l'auteur en question, c'est lui déjà qui avait écrit Nicolas. Oui, absolument. Nicolas le communard. Oui, Nicolas le communard, bien sûr. Cette chanson, vous me disiez, ce Temps des Cerises existait avant la commune, en fait. Ce sont les communards qui l'ont adoptée, parce qu'elle correspondait assez bien à ces semaines de printemps d'insurrection, en fait. Oui, c'est une chanson d'avant la commune, mais il y a un lien très fort, et on le voit aussi dans tous les témoignages, y compris pendant les 5 mois de navigation, il y a un vrai lien entre la chanson, la poésie, la commune et les communards. On chante beaucoup dans les bateaux, on chante beaucoup à l'île des Pins et ailleurs, et il y a quelque chose là qui fait partie de cette longue culture des proscrits.
Alors ces proscrits, comme vous dites, vont être particulièrement réprimés par la Troisième République, qui a besoin d'ordre, qui a besoin de s'installer en quelque sorte, et qui ne manque pas de condamner à tour de bras pour le bagne, il faut le dire. Oui, d'une certaine façon, la Troisième République qui doit légitimiser son existence en quelque sorte par la loi et l'ordre. Elle est donc d'une certaine façon encore plus répressive que ne l'a été le Second Empire. On le voit par exemple dans les années 1880 avec en 1885 le vote d'une loi sur la relégation des récidivistes, c'est-à-dire pour des tout petits délits, au bout d'un certain nombre de quelques peines de correctionnel, on était relégué à vie. Et on était relégué à vie, alors soit en Nouvelle-Calédonie, puisque le bagne y existait encore, soit en Guyane, parce que si le Second Empire, et pour partie Eugénie, était intervenu pour qu'on arrête d'envoyer des condamnés en Guyane, la Troisième République va réactiver en se disant, bon d'accord, ils meurent là-bas, il n'y a pas un grand développement de la colonisation, mais finalement ce sont des gens qui sont des délinquants, qui sont des voleurs, qui sont éventuellement des assassins. Après tout, nous avons des troupes coloniales, nous autres Troisième République, qui meurent un peu partout dans le monde. Si nous avons des bagnards qui meurent en Nouvelle-Calédonie ou surtout en Guyane, c'est finalement, ils meurent pour la France d'une certaine façon, donc c'est pas très grave. Ce qui fait qu'on va rouvrir en 1887 la Guyane, parallèlement à la Nouvelle-Calédonie. Petit à petit, même la Nouvelle-Calédonie va disparaître totalement des lieux de la déportation, relégation, transportation de la Troisième République, et on gardera la Guyane. Pour quelle raison est-ce qu'on abandonne le bagne calédonien ? Le bagne calédonien est abandonné en grande partie parce que le gouverneur de la fin des années 1890 considère que finalement cette tourbe de condamnés est peu intéressant et qu'il vaut mieux des colons libres. Ce gouverneur Feuillet écrit même, il faut fermer le robinet d'eau sale. C'est ça, oui. Donc c'est vraiment une forme de ce robinet, il n'en veut plus, quoi. Donc il peut y avoir des colons libres qui vont venir pour la culture du café et autres. Par contre, qu'ils aillent en Guyane et qu'ils y pourrissent ou qu'ils y meurent ou qu'ils y travaillent là-bas, ça c'est un autre souci. Évidemment, quand on est en Nouvelle-Calédonie, on parle beaucoup des mines de nickel, on parle beaucoup du commerce international, etc. et des grands bateaux, mais on peut dire que le bagne est considéré en quelque sorte comme la source, comme l'origine en tout cas de la colonisation européenne. Hein. Ça fait partie c'est la racine même de la présence occidentale dans l'île. C'est un élément. Très important. C'est un élément aujourd'hui qui est accepté, même revendiqué, à juste titre, après avoir été longtemps, comme en Guyane du reste, mais là, les racines guyanaises des Guyanais d'aujourd'hui par rapport au bagne métropolitain sont beaucoup moins fortes que ce n'est le cas en Nouvelle-Calédonie. Alors on décide de fermer le bagne, enfin en tout cas d'interrompre la déportation en 1897, mais ceux qui sont condamnés, qui sont sur place, vont rester. Vous nous disiez que dans les années 20, ils étaient encore plus de 2000 en fait. Hein, Ah non, c'était, si vous voulez, on arrête, vous avez raison, on arrête en 1897, mais ceux qui sont en cours de peine, évidemment, doivent demeurer encore en Nouvelle-Calédonie, comme ils le seront après l'arrêt de la transportation en Guyane en 1938. On ne prévoit pas de rapatrier les survivants. Le dernier détenu, c'est Sékou Cissé, qui était un tirailleur condamné en 1919 à la déportation à perpétuité et qui donc va mourir à Nouméa en 1933. Là, à partir de là, c'est définitivement clos, si je puis dire. Et alors lui, c'est la petite nuance, c'est un déporté. Donc c'est une peine politique en quelque sorte. Lui, il n'était pas condamné. Le déporté n'est jamais condamné au travail forcé. Hein. Louise Michel, ou bien sûr, en tant que femme, c'était jamais. Mais ses compagnons de Louise Michel, en tant que déportés, ne sont pas astreints au travail forcé. C'est vraiment des différences considérables. Et le communard qui était au bagne de l'île Nou avec les transportés condamnés aux travaux forcés n'ont quand même pas la même existence et la même vie que les déportés, pour lesquels les conditions sont quand même moins rigoureuses.
Alors justement, revenons un instant aux conditions de vie de notre Louise Michel. Elle s'est intéressée, nous l'avons vu, aux végétaux, bien entendu. Hein. Elle a mené même des missions de replantation, d'acclimatation, etc. Elle s'est intéressée aux populations autochtones et de près même. C'était quand même faire preuve pour son temps d'une grande avancée. Oui, elle fait partie de ces, il y en a eu d'autres, de ces communards, de ces déportés qui ont une vraie curiosité de leur environnement. Il y en a eu d'autres. Hein. À l'île des Pins, par exemple, il y avait quand même certains déportés qui là étaient à la frontière d'un certain nombre de populations locales et qui s'intéressaient quand même aussi à leurs mœurs. Oui, elle n'est pas un cas unique, mais elle est un cas relativement rare. Relativement rare, et elle s'intéresse à la flore. C'est vrai qu'on a des témoignages sur son jardin. Alors, il semble pas qu'elle ait eu extraordinairement, malgré tout, la main verte. Elle s'intéresse à la faune aussi. Alors, elle s'intéresse à la faune. On a des témoignages qui montrent qu'il y a une chèvre, par exemple, qui est là dans sa case, qu'il y a des chats. Il semble même qu'elle ait gardé ce qu'on appelle en Nouvelle-Calédonie un tricot rayé, c'est-à-dire ces serpents d'eau rayés, comme oui, c'est des petits serpents d'eau extrêmement venimeux, mais qui ne mordent pas volontiers, dit-on. Alors, exactement. Ce qu'elle remarque aussi, le chien, d'après les témoignages qu'on a, était pas si petit que ça, puisqu'il atteignait 1 mètre. C'est ça. Oui. Et puis un jour, il a disparu. Alors, ça, en tout cas, c'est un témoignage que nous avons, qu'elle avait ce contact comme ça avec les animaux, avec un environnement, avec la nature qui est autour d'elle, et qui prouve, c'est vrai, une vraie curiosité. Et puis ces débats politiques extraordinaires entre des gens qui sont quand même d'un haut niveau d'éducation. C'est déporté par définition. Hein. Pour la plupart, ce sont d'anciens responsables politiques, même s'ils n'ont pas exercé de très longues responsabilités dans le cadre de la commune, évidemment. Il y a de vrais responsables de la commune, et puis il y a une masse qui est quand même éduquée, puisque on pense que sur l'ensemble des déportés, les 4000 déportés de la commune en Nouvelle-Calédonie, le taux d'analphabétisation, d'analphabètes, était à peine de 2%. Ce qui est très peu. C'est presque 10 fois moins que la population moyenne de l'époque. Hein. Et sur ces 4000, songez que vous avez 1 millier de travailleurs du livre, comme on pourrait dire, de l'imprimerie du livre, de typographes, etc. Donc ils ont une vraie culture, il y a des bibliothèques, il y a un rapport à l'écrit qui reste fort, il y a de la correspondance qu'on reçoit quand même et qu'on envoie. On a beaucoup de lettres de Louise Michel. Alors là, les plus courtes qu'on connaisse, c'est celles qu'elle adressait à chaque courrier à MacMahon, au président MacMahon, et en très grandes lettres, en une seule page, elle écrivait « assassin ». Et elle envoyait directement à MacMahon. Mais on a d'autres... Il faut dire que c'est la même Louise Michel, nous en parlions il y a un instant, qui admirait Caserio d'avoir en 1894 assassiné à Lyon le président Sadi Carnot. Hein, donc... Oui, elle était contre la peine de mort, mais il y avait quelques limites. Et c'est vrai que quand Caserio assassine à Lyon le président Sadi Carnot, elle écrit depuis Londres que l'anarchie aura bien mérité de l'humanité. Voilà, ça donne une idée de la modération de la dame. Mais en même temps, c'était un combat pour elle à la vie à la mort, en fait. C'est vraiment ça. Hein. C'était une haine absolue de cette bourgeoisie qu'elle considérait comme oppressive. Oui, elle attendait pas plus de pitié qu'elle n'en avait pour un certain nombre de cette bourgeoisie capitaliste, comme elle l'appelait. Enfin, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent aussi par son itinéraire personnel, sa situation d'origine, etc. Merci beaucoup, Michel Pierre. Vous restez avec nous pour la promenade, si je puis dire, dans les vestiges pénitentiaires de la Nouvelle-Calédonie dans un instant. Je rappelle que vous avez été le coordinateur de ce très beau dossier de l'histoire qui est paru l'année dernière, ou il y a 2 ans maintenant, qui s'appelait Le temps des bagnes, tout simplement. Et puis alors, vous êtes en train de préparer la publication, justement, du temps des bagnes chez Talandier. C'est pour quand, ça ? C'est pour mi-janvier. Mi-janvier, vous viendrez nous reparler de ces bagnes et de ce monde assez terrible et en même temps assez exotique. Dans un instant, nous allons voir jusqu'où peut aller cet exotisme. Au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand. Et c'est le moment maintenant sur Europe 1 d'aller visiter la Nouvelle-Calédonie. On vous en a beaucoup parlé avec la déportation de Louise Michel. D'ailleurs, si vous habitez de l'autre côté de la planète ou si vous avez vous-même visité Nouméa, n'hésitez pas à partager vos photos, vos conseils de visite sur la page Facebook Au cœur de l'histoire ou sur Twitter avec le hashtag ACDH. D'ailleurs, Franck, il me semble que Nicole nous écoute à 17 000 km. Nicole nous dit depuis Nouméa, je me suis levé. Bah oui, parce qu'évidemment, vous imaginez, il est très tôt là. Je me suis levé tout exprès pour écouter votre émission. Merci pour ce bonheur, nous dit Nicole, qui était peut-être au Théâtre de Lille l'autre jour, parce que pour tout vous dire, j'ai eu la grande chance de me produire au Théâtre de Lille cet été, à Nouméa, et ce Théâtre de Lille, il est construit dans ce qui a été primitivement l'église du Bagne, c'est bien ça, Michel Pierre, et ensuite c'est devenu un entrepôt en fait. Ce sont devenus des magasins. Oui, voilà. C'est vrai que l'église avait affaire avec les communards, avec des anticléricaux absolument déchaînés, et bien peu allaient à la messe le dimanche. Alors pendant très longtemps, il faut dire que tous ces vestiges du bagne sont restés un petit peu délaissés, parce que c'était pas très prestigieux, on n'avait pas envie d'entretenir cette mémoire. Et puis, nous le disions il y a quelques minutes, petit à petit, on s'est mis à revendiquer cette mémoire en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, on défend ces vestiges, bien entendu. Alors, il n'y a pas énormément de choses. Il faut aller dans l'île des Pins, notamment, et à Ouro, en l'occurrence, il y a encore un certain nombre de vestiges. Il y a notamment le monument. Vous m'en avez apporté là une reproduction du monument des déportés de 71 à leurs frères morts en exil, dit le monument. Oui, c'est l'un des monuments, puis c'est en lien avec Louise Michel et les communards, les plus émouvants, effectivement, à l'île des Pins. Vous avez un monument qui a été édifié quand les derniers communards sont partis, en 1879-1880. Ils ont eu l'autorisation de faire un monument au centre de ce qui était le cimetière. Alors là aussi, l'anticléricalisme dont on parlait joue son rôle, parce qu'une grande partie des communards refusaient le secours de la religion et refusaient des obsèques religieuses. Ce qui fait qu'il y a ceux qui avaient éventuellement une croix ou qui partaient avec les derniers sacrements de l'Église, et puis ceux pour qui il n'en était absolument pas question. Alors vous avez des vestiges comme ça. Puis alors, un petit détail, puisqu'on parle vestiges, à l'église de Vao, à l'île des Pins, le sol du chœur, en marqueterie et en bois, a été réalisé par des communards qui ont, avec une petite malignité, glissé un certain nombre de triangles, disons francs-maçons. J'ai l'impression que le curé n'a peut-être pas tout vu. Alors évidemment, nous vous avons parlé aujourd'hui de bagne et de colonies pénitentiaires, mais ce serait aberrant de résumer la Nouvelle-Calédonie à cela. Et la Nouvelle-Calédonie, dans l'esprit de tous ceux qui y sont allés, c'est d'abord, qu'on le veuille ou non, une très belle et très riche terre entourée d'une mer turquoise absolument extraordinaire, bien sûr.